L'homme qui m'a montré ces choses, l'homme qui m'a guidé, m'a chargé de vous dire que tout cela n'avait rien à voir avec le destin. » David était assis, les bras autour des genoux, la tête baissée. On aurait dit qu'il parlait à ses baskets. Et d'une certaine façon, c'est le plus effrayant. La puce est morte, et M. Billingsley et tous les autres à désolation, parce qu'un homme haïssait le service de sécurité et de santé des mines, le MSHA, et qu'un autre était trop curieux et détestait son travail de bureau, c'est tout. « Et c'est Dieu qui t'a dit ça ?» demanda Johnny. David hocha la tête sans lever les yeux. « On est vraiment en plein feuilleton télévisé » s'exclama Johnny. « Premier épisode, les frères Wang. Deuxième épisode, Josephson, le réceptionniste fugueur. Ils vont adorer ça chez ABC. »« Et si vous la fermiez ?» dit doucement Cynthia. « Des nouvelles d'ailleurs » s'exclama Johnny. « Cette jeune fille, ce spectaculaire ange de la route, cette femme flamboyante, dont l'engagement fut un acte de révolte et de courage, va maintenant nous expliquer, avec images et enregistrements à l'appui, et pour fond sonore, le célèbre ensemble de rock Pearl Jam. « Oh, ta gueule !» dit Steve. Johnny le regarda, tellement choqué qu'il en resta quoi. Steve haussa les épaules, embarrassé, mais décidé à ne pas revenir en arrière. « On n'a plus l'âge de traverser les cimetières en sifflotant. Épargnez-nous votre baratin, » continua Steve. Il reporta son regard sur David. « Je connais cet épisode, » dit David, « plus que je ne le voudrais en fait. J'y ai pénétré. J'ai pénétré dans sa tête, Ripton. Oui, c'était son nom. Il était le premier. » Et les yeux toujours sur ses chaussures, par-delà ses genoux repliés, David raconta. L'homme qui déteste le MSHA est Carrie Ripton, contremaître de la nouvelle opération Serpent à sonnette. Il a 48 ans, les yeux enfoncés, le regard cynique, il perd ses cheveux et il souffre beaucoup ces derniers temps. Il aurait voulu être ingénieur des mines, mais à son grand désespoir, il n'avait pas le niveau en maths et il s'est retrouvé chef d'un chantier à ciel ouvert, bourrant des trous d'infos en essayant de ne pas étrangler le petit PD arrogant du MSHA quand il vient le mardi après-midi. Quand Kirk Turner arrive au bureau cet après-midi-là, le visage rayonnant d'excitation, pour lui dire que la dernière série d'explosions a mis au jour une ancienne taille chassante et qu'il y a des ossements à l'intérieur, qu'on peut les voir, le premier réflexe de Ripton est de lui dire d'organiser un groupe de volontaires pour y descendre. Toutes sortes de possibilités dansent dans sa tête. Il est trop vieux pour ces enfantillages, ces histoires de mines d'or perdues et autres trésors indiens, bien trop vieux. Mais Turner repartit, il ne peut s'empêcher d'y penser. Oh que oui. Au pied de la paroi toute nouvelle, le groupe de mineurs, qui regarde le trou que le dernier dynamitage a révélé, n'est pas très important. 7 hommes en tout, y compris Turner, le chef d'équipe. Pour l'instant, moins de 90 hommes travaillent pour la compagnie minière de désolation. L'an prochain, avec de la chance, si le rendement en cuivre et les prix restent élevés, il pourrait y en avoir 4 fois plus. Ripton et Turner s'approchent du bord du trou. Il en émane une curieuse odeur d'humidité, une odeur que Carrie Ripton associe au gaz de houille qu'il a connu dans les mines du Kentucky et de Virginie de l'Ouest. Il y a bien des ossements. Ils sont dispersés çà et là sur la pente qui s'enfonce dans l'obscurité d'une vieille galerie chassante. Et s'il est impossible de tous les identifier, on distingue au premier plan une cage thoracique presque certainement humaine. Plus loin, à cause d'une distance accessible, mais au-delà pourtant du rayon d'une torche électrique puissante, une forme se dessine qui pourrait bien être un crâne. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demande Turner. « Avez-vous une idée ?» « Oh oui, bien sûr qu'il a une idée. C'est le serpent à sonnette numéro 1, le vieux puits chinois. » Il ouvre la bouche pour le dire, puis la referme. Ce n'est pas une affaire qui regarde un simple dynamiteur comme Kirk Turner, et encore moins son équipe, des gamins qui passent leur fin de semaine à jouer dans les tripots des lits, à fréquenter des putes, à boire, et à parler bien sûr. À parler de tout et de n'importe quoi. Il ne peut pas non plus les emmener à l'intérieur. Il pense qu'ils y descendraient, que leur curiosité les pousserait à y aller en dépit des risques évidents. Une taille chassante d'une telle vétusté, dans un si mauvais sol, pouvait s'effondrer au premier éclat de voix. Mais leur bavardage viendrait aux oreilles du petit PD prétentieux du MSHA en un rien de temps. Et à partir de là, perdre son travail serait le moindre des soucis de Ripton. Le PD du MSHA, le chapeau sans le bétail, comme Frank Geller, l'ingénieur en chef de la mine, résume le personnage,
n'aime pas non plus Ripton, que Ripton ne l'aime. Et le contremaître, qui conduirait une expédition dans le vieux puits chinois effondré, pourrait se retrouver en moins de 15 jours au tribunal, passible d'une amende de 50 000 $, voire de 5 ans de prison. Il y a au moins 9 consignes en lettres rouges interdisant expressément l'entrée dans ces structures dangereuses et sans aménagement. Pourtant, ses ossements et ses vieux rêves le harcèlent, comme des voix inquiètes de son enfance, comme le spectre des ambitions successives qu'il a nourries puis abandonnées, et il sait dès cet instant qu'il ne va pas sagement abandonner le puits chinois à la compagnie et à ses comptes de fonctionnaires sans y avoir jeté au moins un œil en personne. Il ordonne à Turner, amèrement déçu mais sans argument à lui opposer. Il connaît le MSHA aussi bien que Ripton, peut-être mieux encore, étant donné son travail avec les explosifs. Il lui ordonne donc d'entourer l'orifice de rubans de plastique jaune pour en interdire l'accès, puis il se tourne vers l'équipe et leur rappelle que le puits qu'ils viennent de rouvrir, et qui pourrait bien s'avérer être un trésor historique et archéologique, est la propriété de la compagnie. « Je ne vous demande pas de garder le secret à tout jamais, leur dit-il, mais je souhaiterais que vous n'en parliez pas pendant quelques jours, même à vos épouses. Il faut que j'informe les huiles, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Sims, le contrôleur, arrive de Phoenix la semaine prochaine. Est-ce que je peux compter sur vous ?» Ils disent que oui. La plupart ne parviendront pas à tenir leurs promesses, ne serait-ce que 24 heures, bien sûr. Certains hommes ne savent pas garder un secret. Mais ils pensent leur inspirer assez de respect pour s'assurer au moins 12 heures, et 4 lui suffiront probablement. 4 heures après la fin de la journée de travail. 4 heures ici, tout seul, avec une lampe torche, un appareil photo et un chariot électrique pour emporter tous les souvenirs qu'il voudra. 4 heures avec tous ses rêves d'enfant qu'il est trop vieux pour rappeler à sa mémoire. Et si la voûte choisissait ce moment pour céder, après quelques 140 ans et un nombre incalculable de secousses et d'explosions tout autour, eh bien qu'elle cède. Il est célibataire, sans enfants, sans parents, avec seulement 2 frères qui ont oublié son existence. Il soupçonne vaguement que de toute façon il ne perdrait pas tellement d'années. Il se sent bizarre depuis presque 6 mois maintenant, et dernièrement il s'est mis à pisser du sang. Pas beaucoup, mais c'est déjà trop. Si je m'en sors, se dit-il, peut-être que j'irai voir un médecin. Considère que c'est un signe, et va chez ce foutu médecin, qu'est-ce que t'en penses? Sa journée finie, Turner veut prendre des photos du puits. Ripton le laisse faire. Ça lui semble le moyen le plus rapide de se débarrasser de lui. « Jusqu'où tu crois qu'on a creusé ?» demanda Turner. Il se tient à 50 centimètres au-delà du ruban de plastique jaune et prend des photos avec son Nikon. Des photos qui, faute d'éclairage adéquat, ne montreront rien de plus qu'un trou noir et quelques os dispersés qui pourraient aussi bien être ceux d'un animal. « Impossible à dire, » répond Ripton, qui est en train de faire l'inventaire de l'équipement dont il aura besoin. « Tu vas pas faire de bêtises après mon départ, hein ?» demande Turner. « Mais non, » répond Ripton. « Je respecte trop la sécurité pour penser une seconde à faire une bêtise. »« Oui, c'est vrai, » dit Turner. Il éclate de rire, et dans la nuit, vers 2 heures du matin, une version beaucoup plus imposante de Carrie Ripton pénétrera dans la chambre des Turner et abattra le contremaître dans son sommeil. Son épouse aussi. Tac. C'est une nuit bien remplie pour Carrie Ripton. Une nuit de tuerie. Pas un seul membre de l'équipe de tir de Turner ne verra le soleil se lever. Et une nuit de placement des Kanta. Il en a pris un plein sac de toile en quittant le puits, plus de 100. Certains se sont cassés, mais il sait que même les fragments gardent une partie de leur curieux et imprévisible pouvoir. Il passe presque toute la nuit à placer ses reliques, les laissant dans les coins les plus saugrenus, boîte aux lettres, boîte à gants de voiture, poche de pantalon. Oui, presque personne ne ferme sa maison à clé dans le coin, presque personne ne veille tard. Et Carrie Ripton ne se contente pas des maisons de l'équipe de Turner. Il rentre au puits, aussi épuisé que le Père Noël de retour au pôle Nord après la grande nuit. Sauf que le travail du Père Noël se termine une fois les cadeaux distribués. Celui de Ripton ne fait que commencer. Il est 5 heures moins le quart. Il lui reste 2 heures avant qu'arrivent les premiers membres de la petite équipe du samedi, dirigée par Pascal Martinez. Ça devrait suffire, mais Tact n'a pas de temps à perdre. Le corps de Carrie Ripton saigne tellement qu'il doit bourrer ses sous-vêtements de papier hygiénique pour absorber le flot, et 2 fois en chemin, il doit s'arrêter pour cracher de pleines gorgées de sang par la fenêtre de son camion. La portière en est couverte.
Et dans les premiers rayons hésitants et quelque peu sinistres du jour, le sang séché ressemble à du jus de tabac. Malgré la nécessité de se presser, il s'arrête net devant ce que ses phares lui dévoilent quand il arrive au fond du puits. Il reste derrière le volant du vieux camion, les yeux écarquillés. Il y a assez d'animaux du désert sur la pente nord du puits chinois pour remplir une arche. Loups, coyotes efflanqués, busards godiches et chauves, hiboux agitant leurs ailes et dont les yeux ressemblent à de grosses alliances en or, cougars, chats sauvages et même quelques chats domestiques hirsutes. Il y a des chiens sauvages dont on peut compter les côtes sous la peau tendue. Beaucoup ont fui la communauté des cinglés végétariens dans la colline, il le sait. Et entre leurs pattes circulent sans danger des hordes d'araignées et des pelotons de rats aux yeux noirs. Chaque animal sortant du puits chinois emporte un kanta dans sa gueule. Il saute, claque des ailes et rampe sur le gradin le plus profond comme un flot de curieux réfugiés s'échappant d'un monde souterrain. En dessous d'eux, assis patiemment comme des clients dans un magasin de vente au rabais 2 jours avant Noël, prenez un numéro et attendez. D'autres animaux. Ils attendent leur tour d'entrer dans l'obscurité. Tac se met à rire avec les cordes vocales de Carrie Ripton. Puis il va jusqu'au bureau du chantier, ouvre la porte avec la clé de Ripton et tue Joe Prudhomme, le veilleur de nuit. Le vieux Joe n'est pas un très bon veilleur de nuit. Il est arrivé à la nuit tombée, il n'a rien remarqué de ce qui se passait dans le puits, et il ne trouve rien d'étrange à la venue de Carrie Ripton aux premières heures du jour. Il a fait une petite lessive dans l'évier, il s'est assis à la table pour casser la croûte, et tout s'est passé le mieux du monde, jusqu'au moment où Ripton lui a logé une balle dans la gorge. Cela fait, Ripton appelle le bar du hibou en ville. Le hibou est ouvert 24 heures sur 24, bien que comme un vampire, il ne soit jamais très vivant. Et c'est là que Brad Josephson, celui qui a cette splendide peau chocolat et ce ventre plat, prend son petit déjeuner 6 jours par semaine, et toujours à cette heure scandaleusement matinale. Mais c'est bien pratique en l'occurrence. Ripton veut avoir Brad sous la main, et vite, avant que le noir ne soit pollué par les kantas. Les kantas rendent bien des services, mais ils gâchent les gens pour la grande œuvre de Tac. Ripton sait qu'il peut prendre quelqu'un dans l'équipe de Martinez en cas de besoin, et peut-être même Pascal en personne, mais il veut, enfin Tac veut Brad. Brad sera utile d'autres façons encore. Combien de temps durent les corps s'ils sont en bonne santé, se demande Tac, alors que le corps de Ripton s'approche du téléphone. Combien de temps si celui qu'on fait tourner à plein régime ne cache pas un cancer à un stade avancé? Il n'en sait rien, mais il ne tardera probablement pas à trouver l'occasion de le savoir. Le hibou, dit dans l'oreille de Ripton une voix de femme, qui, avant même le lever du soleil, semble déjà fatiguée. « Ah, salut, Denise, comment ça va ?» dit Ripton. « Et qui c'est ?» dit-elle, méfiante. « C'est Carrie, chérie, tu reconnais pas ma voix ?»« Oh, tu dois avoir une belle gueule de bois, mon chou, à moins que ce soit un rhume. »« Oui, peut-être, » répondit Carrie. Il sourit et essuie sur sa lèvre inférieure le sang qui s'écoule entre ses dents. Il a l'impression que ses boyaux, au plus bas, nagent dans une mer de sang. « Dis-moi, chérie, est-ce que Brad est là ?»« Oui, juste là, dans le coin où il se met toujours, » répondit-elle. « Il se refuse rien et bouffe comme un porc. 4 œufs, des frites et une demi-livre de bacon. J'espère que quand il se mettra à péter, il sera loin d'ici. Mais qu'est-ce que tu lui veux à Brad, à 7 heures, un samedi matin ?»« C'est pour le boulot, » dit Ripton. « Ah ouais, bouche cousue et j'irai au paradis, » répondit-elle. « Allez, soigne ce rhume, Ripton, t'as vraiment la voix prise. »« Ok, mais juste par amour que j'ai pour toi, » dit Ripton. « Ben voyons, » dit-elle, avant de poser le combiné. « Brad, téléphone pour toi, monsieur merveilleux. »« Oh, bah trouve toi-même, » dit-elle, après que Josephson lui a probablement demandé de qui elle parlait. Un moment plus tard, Brad Josephson répond. Il dit « Allô ?» comme un homme qui sait parfaitement que les grandes maisons d'édition n'appellent pas à 5 heures du matin pour vous annoncer que vous avez gagné un prix. « Brad, c'est Carrie Ripton. » Il sait exactement comment attirer Brad où il veut. C'est le regretté Kirk Turner qui lui en a donné l'idée. « Est-ce que ton matériel photographique est dans ta voiture ?» Bien sûr qu'il l'a. Entre autres choses, Brad adore observer les oiseaux. Il se prend un peu pour un ornithologue amateur, en fait. Mais Carrie Ripton peut lui proposer mieux que des oiseaux ce matin, beaucoup mieux. « Oui, bien sûr, » répondit Brad. « Qu'est-ce qu'il y a ?»
Ripton s'adosse à l'affiche collée au mur, celle qui montre un mineur crasseux qui tend le doigt comme oncle Sam et dit « Allez-y, interdisez la mine, que ces salauds gèlent dans le noir. »« Si tu sautes dans ta voiture et que tu arrives ici tout de suite, je te montrerai, dit Ripton. Et si tu arrives avant Pascal Martinez et ses gars, je te donnerai l'occasion de prendre des photos les plus stupéfiantes de ta vie. »« Mais de quoi tu parles ?» demande Josephson d'une voix excitée. « Les ossements de 40 ou 50 Chinois, pour commencer. »« Quoi ?» ?»« Oui, on a débouché dans le vieux puits chinois hier après-midi, et à moins de 10 mètres à l'intérieur, t'auras la plus stupéfiante. Oh, j'arrive! Bouge pas d'un poil, le coupa Josephson. Il y eut un déclic dans le téléphone, et Ripton sourit de ses lèvres rouges. Oh, je ne bouge pas, dit-il. T'en fais pas pour ça. Candelar, ten, tac. Et 10 minutes plus tard, Ripton, qui saigne maintenant du nombril en plus du rectum et du pénis, s'enfonce sur la pente caillouteuse du puits chinois. Il écarte les bras comme un évangéliste et parle aux animaux dans le langage de l'informe. Tous s'enfuient ou se replient dans la mine. Il vaut mieux que Brad Josephson ne les voie pas. Non, ça n'irait pas du tout. 5 minutes plus tard, Josephson descend les gradins jusqu'au puits dans sa vieille Buick. Sur son pare-brise, un autocollant dit « Les mineurs s'enfoncent plus loin et restent plus longtemps. » Ripton le regarde depuis la porte du bureau de chantier. Il vaut mieux que Brad ne le voie pas trop bien non plus, pas avant qu'il soit plus près. Pas de problème. Brad s'arrête dans un crissement de pneus, sort de sa voiture, prend 3 appareils photo différents et part au trot vers le bureau, ne s'arrêtant qu'un instant pour regarder dans le trou à moins de 10 mètres de lui. « Oh putain, c'est bien le chinois, ça peut rien être d'autre. Eh viens, Carrie, grouille, Martinez sera là d'une minute à l'autre. »« Non, dit Ripton avec un sourire. Il commence un peu plus tard le samedi. Calme-toi. »« Mais le vieux Joe, demanda Brad. Il pourrait poser des pros. Du calme, j'ai dit, le coupa Carrie. Joe est à Reno. Sa petite fille a pondu un môme. Ah bon, génial. Est-ce que tu veux un cigare demande Brad avec un rire un peu idiot. Viens, entre. J'ai quelque chose à te montrer, dit Ripton. Quelque chose que tu as sorti de là demanda Brad. Oui, c'est ça. Et d'une certaine façon, c'était vrai. Il veut montrer à Brad quelque chose qu'il a sorti de là. Josephson est tout occupé au démêlage des courroies de ses divers appareils quand Ripton se saisit de lui et le lance au fond de la pièce. Josephson couine d'indignation. Plus tard, il aura peur, et plus tard encore, il sera terrifié. Mais pour l'instant, il n'a pas remarqué le corps de Joe Prudhomme, et il est seulement indigné. « Pour la dernière fois, du calme !» dit Ripton, en sortant et en refermant la porte derrière lui. « Merde quoi, relax !» Et en riant, il monte dans le camion. Comme beaucoup d'hommes de l'Ouest, Carrie Ripton croit passionnément au droit de tout Américain de porter une arme. Il a un fusil derrière le siège et un méchant petit revolver, un Ruger Speed 6, dans la boîte à gants. Il charge le fusil et le pose sur ses genoux. Le Ruger est déjà chargé. Il le pose sur le siège près de lui. Il avait d'abord pensé le glisser dans sa ceinture, mais il nage dans le sang à ce niveau-là. « Ripton, t'es un idiot, se dit-il. Tu ne sais pas que les hommes de ton âge sont censés se faire examiner la prostate tous les ans ? Et tremper le revolver dans le sang pourrait ne pas être une bonne idée. » Quand le martèlement de Josephson sur la porte du bureau commence à l'agacer, il allume la radio, pousse le volume et chante avec Johnny Paycheck qui dit à qui veut l'entendre qu'il est le seul enfer que sa mère ait jamais connu. Pascal Martinez ne tarde pas à se montrer pour quelques-unes de ses bonnes heures du samedi matin payées plus cher. Il est accompagné de Miguel Rivera, son amigo. Ripton les salue de la main. Pascal lui répond. Il se gare de l'autre côté du bureau, et quand Miguel et lui s'approchent pour voir ce que Ripton fait là un samedi matin à cette heure si peu chrétienne, Ripton sort le canon du fusil par la fenêtre, et sans cesser de sourire, les abat tous les deux. C'était facile. Aucun d'eux n'a essayé de fuir. Ils meurent en arborant une mine stupéfaite. Ripton les regarde en pensant à son grand-papa qui lui parlait des pigeons voyageurs, des oiseaux si bêtes qu'on pouvait leur taper dessus sans qu'ils s'envolent. Tous les hommes par ici sont armés, mais bien peu pensent, tout au fond d'eux, qu'ils n'auront jamais besoin d'utiliser leurs armes. C'est juste pour la frime, le chapeau sous le bétail, si vous préférez. Le reste de l'équipe arrive au compte-gouttes. Pas besoin de s'en faire pour la pointeuse le samedi. Ripton les abat dans l'ordre d'arrivée et traîne leur corps à l'arrière du bureau où ils forment bientôt une bonne pile sous le tuyau d'évacuation du séchoir à linge.
Quand il n'a plus de cartouches pour son fusil, il a plein de munitions pour le Ruger, mais le revolver est inutile pour le premier coup, pas assez précis au-delà d'1,50 m. Il trouve les clés de Martinez, ouvre l'arrière de sa Cherokee et découvre un splendide, et tout à fait illégal, Iver Johnson automatique sous une couverture. À côté, 2 douzaines de chargeurs à 30 coups dans une boîte à chaussures Nike. Les mineurs qui arrivent entendent les coups de feu pendant qu'ils montent le long du flanc nord du puits, mais ils pensent que certains tirent sur des cibles, une manière habituelle de commencer le samedi au puits chinois. À 8h moins le quart, Ripton a tué tous les membres de l'équipe A de Pascal Martinez. En prime, il s'offre l'unijambiste de la shop venu remplir la machine à café. 25 corps derrière le bureau de chantier. Les animaux recommencent à sortir et entrer aux abords du puits chinois, puis ils s'écoulent vers le village en portant des kantas dans leur gueule. Bientôt, ils abandonneront pour la journée, attendant la protection de la nuit pour recommencer. D'ici là, le puits est à lui, et il est temps de faire le saut. Tac veut sortir de ce corps en décomposition, et s'il n'opère pas le changement bientôt, il ne le fera jamais. Quand Ripton ouvre la porte, Brad Josephson se précipite sur lui. Il a entendu les coups de feu, il a entendu les cris quand le premier coup de Ripton n'a pas tué proprement sa victime, et il sait que l'attaque est sa seule chance. Il s'attend à être abattu, mais bien sûr, car il ne peut pas faire ça. Il rassemble ses dernières forces et saisit Josephson par le bras pour lancer le noir contre le mur, si fort que tout le baraquement en préfabriqué en tremble. Ce n'est plus seulement Ripton, bien sûr, c'est la force de Tac. Comme pour le confirmer, Josephson lui demande comment, au nom de Dieu, il est devenu aussi grand. « Les céréales » répondit-il. « Tac !»« Mais qu'est-ce que tu fais ?» demande Josephson, qui essaie de s'échapper quand le visage de Ripton se penche sur le sien et que Ripton ouvre la bouche. « Embrasse-moi, ma jolie, » dit Ripton. Et il plaque sa bouche sur celle de Josephson, le sang scellant l'orifice, et il expire. Josephson se contracte dans les bras de Ripton et commence à trembler comme un fou. Ripton souffle, souffle, se vide, se sent se vider sans le transfert. Pendant un moment terrible, l'essence de Tac est nue, prise entre Ripton qui s'effondre et Josephson qui a commencé à gonfler comme un ballon le matin de la parade de Thanksgiving. Et puis, au lieu de voir par les yeux de Ripton, l'essence de Tac regarde par ceux de Josephson. Elle ressent une merveilleuse, une grisante impression de renaissance. Elle est pleine non seulement de la force et du dessein de Tac, mais de l'énergie d'un homme qui mange 4 œufs et une demi-livre de bacon au petit déjeuner. Elle sent... Je me sens en pleine forme, s'exclame Brad Josephson de la voix tonitruante de Tony le tigre. Il entend le craquement ténébreux de sa colonne vertébrale qui s'allonge, le chuintement soie sur satin de ses muscles qui gonflent, le crissement de glace qui fond de son crâne qui s'élargit. Il pète à plusieurs reprises, comme le pistolet d'un départ de course. Le corps de Ripton s'effondre, il est aussi léger qu'une graine. Le corps de Josephson gagne la porte en écoutant la chemise kaki de Josephson se déchirer sous la pression des épaules qui s'élargissent et des bras qui s'allongent. Ses pieds ne grandissent pas beaucoup, mais assez pour faire craquer les lacets de ses tennis. Arrivé dehors, Tac sourit. Jamais il ne s'est senti aussi bien. Tout est dans son œil. Le monde gronde comme une chute d'eau. Une érection digne du livre des records, de quoi faire éclater son pantalon, a transformé le devant de son jean en tente. Tac est là, libéré du puits des mondes. Tac est grand. Tac va se nourrir, et Tac va régner comme il a toujours régné dans le désert désolé, où les plantes migrent et où le sol est magnétique. Tac monte dans la buick. La couture à l'arrière du jean de Brad Josephson craque jusqu'à la ceinture. Souriant à la pensée de l'autocollant à l'avant de la voiture, les mineurs s'enfoncent plus loin et restent plus longtemps. Il fait demi-tour et repart vers Désolation, soulevant un nuage de poussière derrière la voiture lancée à pleine vitesse. David s'arrêta. Il était toujours assis, le dos contre la carrosserie du rider, les yeux sur ses chaussures. Sa voix était devenue rauque à force de parler. Les autres formaient un demi-cercle autour de lui, un peu comme Johnny imaginait que les grands sorciers avaient entouré l'enfant Jésus, tandis qu'il leur donnait le dernier scoop, leur racontait le dernier sale tour, les informait du dernier coup de fil, leur repassait les bons tuyaux.
Le regard plus lucide de Johnny était posé sur la poulette punk que Steve Ames avait ramassée, et elle exprimait assez bien sur son visage les sentiments qu'il éprouvait lui-même. Fascination, stupéfaction, mais pas d'incrédulité. Et c'était là, bien sûr, l'origine de son trouble. Il allait sortir de ce patelin, rien ne l'arrêterait, mais ce serait beaucoup plus facile pour sa vieille conscience s'il pouvait simplement se dire que le gamin mentait, qu'il avait débité une histoire sortie de sa propre imagination, mais il ne pensait pas que ce fût le cas. « Tu sais bien que ce n'est pas le cas, » dit Terry depuis son nid douillet. Johnny se pencha pour prendre une bouteille de Jolt sans se rendre compte que son portefeuille, croco véritable de chez Barney's à $350, qui avait remonté dans sa poche arrière, glissait complètement et tombait par terre. Il tapota la main de David du goulot de la bouteille. L'enfant leva les yeux, sourit, et Johnny eut un choc en voyant à quel point il semblait fatigué. Il pensa à l'explication de David concernant Tac, piégé dans la terre comme un ogre de conte de fées, utilisant les êtres humains comme des gobelets en carton parce qu'il épuisait si vite leur corps. Et il se demanda si le dieu de David était tellement différent. « Enfin, c'est comme ça qu'il fait, » dit David de sa voix enrouée. « Il passe de l'un à l'autre avec le souffle, comme une graine dans une rafale de vent. »« Le baiser de la mort au lieu du baiser de la vie, » dit Ralph, et David hocha la tête. « Mais qu'est-ce qui a embrassé Ripton ?» demanda Cynthia. « Quand il est descendu dans la mine, la veille au soir, qu'est-ce qui l'a embrassé ?»« Je n'en sais rien, » dit David. « Soit on ne me l'a pas montré, soit je n'ai pas compris. Tout ce que je sais, c'est que c'est arrivé au puits dont je vous ai parlé. Il est entré dans la salle, la chambre, les cantas l'ont attiré, mais il n'a pas été autorisé à les toucher, aucun. »« Parce que les cantas gâchent les gens qui doivent servir d'enveloppe à Tac, » dit Steve d'un ton vaguement interrogateur. « Oui, » approuva David. « Mais Tac a un corps physique ?» demanda Steve. « Je veux dire, il ne s'agit pas seulement d'une idée, si, ou d'un esprit. » « Non, Tac est réel, c'est un être, » répondit David. « Pas exactement un corps, mais un être. Il fallait que ça attire Ripton dans la mine, parce que ça ne peut pas sortir de l'INI, le puits. L'orifice du puits est trop petit pour son corps physique. Il faut donc que ça attrape des gens, que ça les habite, et que ça les transforme en camp de Tac, et que ça en change quand ils sont usés. »« Et qu'est-il arrivé à Josephson, David ?» demanda Ralph. Il avait une voix plus tranquille, presque épuisée. Johnny trouvait de plus en plus difficile de regarder Carver regarder son fils. « Il avait un problème de valve cardiaque, » répondit David. « Ce n'était pas grand-chose. Il aurait pu continuer à vivre sans aucun problème pendant des années, mais Tac s'est emparé de lui. Et il l'a juste épuisé, » dit David avec un haussement d'épaule. « En 2 jours et demi. Et puis Tac est passé à Entragian. Entragian était fort, il a duré presque une semaine entière, mais il avait la peau très claire. Les gens se moquaient de lui parce qu'il devait utiliser plein de crème pour se protéger du soleil. « Et c'est ton guide qui t'a raconté tout cela ?» demanda Johnny. « Oui, » répondit David. « Je crois qu'on peut lui donner ce nom. »« Mais tu ne sais pas qui il était ?»« Oh, je le sais, presque. J'ai l'impression que je devrais le savoir. »« Et est-ce que tu es sûr qu'il ne venait pas de ce Tac ? Parce que, comme on dit, le diable peut porter de beaux atours. »« Non, ça venait pas de Tac, Johnny, » répondit David. « Mais laisse-le parler, dit Steve. D'accord ?» Johnny haussa les épaules et se réinstalla. Une de ses mains toucha presque son portefeuille, presque, pas tout à fait. « À l'arrière de la quincaillerie, reprit David, il y a un rayon de vêtements, surtout des vêtements de travail, jeans, tenues kaki, bottes de chantier ou des trucs comme ça. Il passe des commandes spéciales pour un type, Kurt Yeoman, qui travaille, ou travaillait, pour la compagnie du téléphone. Il mesure 2,10 m, c'est le plus grand type de désolation. C'est pour ça que les vêtements d'Entragian n'étaient pas déchirés quand il nous a emmenés. Le samedi soir, Josephson a fait irruption dans la boutique et a pris des vêtements kaki de la taille de Kurt, des chaussures aussi, et il les a emportés dans le bâtiment municipal et les a rangés dans le casier de Collie Entragian. Tac savait déjà qui il allait utiliser ensuite, vous comprenez ? »« Oui, et c'est à ce moment-là qu'il a tué le chef de la police ?» demanda Ralph. « Monsieur Reed ?» fit David. « Non, il n'a été tué que dimanche soir. Monsieur Reed, à ce moment-là, ne posait pas vraiment de problème de toute façon. Ripton lui avait laissé un de ses cantas, vous voyez, et ça l'avait atteint.
Méchamment, car les Kanta agissent différemment selon les gens. Quand M. Josephson l'a tué, M. Reed était assis à son bureau et... Détournant le regard, visiblement embarrassé, David fit un tube de sa main droite et la bougea en l'air rapidement, de haut en bas. « Bon, d'accord, dit Steve, on a compris. Et Entragian, où était-il pendant ces 2 jours ?»« Il n'était pas en ville, répondit David. Comme Audrey. Les flics de désolation ont ou avaient un contrat avec le comté. Ils devaient faire respecter la loi dans la région et ça entraînait beaucoup de déplacements. Le vendredi soir, la nuit où Ripton a tué l'équipe de tir, Entragian était à Austin. Le samedi soir, il a dormi au ranch des Davis. Et le dimanche soir, la dernière nuit où il était vraiment Collie Entragian, il l'a passé chez les Shoshones. Ils connaissaient quelqu'un sur leur territoire, une femme, je crois. Johnny se leva, gagna l'arrière du camion, puis se retourna. « Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Qu'est-ce que ça a fait? Comment sommes-nous arrivés là où nous en sommes maintenant? Comment cela a-t-il pu se produire sans que personne le découvre? Comment est-ce possible? Et encore une question, que veut Tac? Sortir de ce trou dans la terre et se dégourdir les jambes? Manger un steak? Sniffer de la coke et boire une tequila? Ou baiser une pom-pom girl de l'équipe de football? Ou peut-être demander à Bob Dylan ce que signifient les paroles de Gates of Eden? Ou régner sur la terre? Hein, quoi? Oh, c'est sans importance, dit calmement David. Hein? Fit Johnny. Oui, ce qui compte, c'est ce que Dieu veut, répondit David. Il veut que nous retournions au puits chinois, et tout le reste, c'est juste des histoires. Johnny sourit, un sourire contraint et un peu douloureux, trop petit pour sa bouche. Je vais te dire une chose, mon petit gars, ce que veut ton Dieu m'est complètement égal. Il fit à nouveau face à la portière arrière du Rider et l'ouvrit. Dehors, l'air semblait presque immobile et curieusement chaud après la tempête. Le feu clignotait au croisement. Des vagues ridant le sable traversaient la rue à intervalles étrangement réguliers. À la lueur de la lune et du feu jaune clignotant, Désolation ressemblait à un poste avancé d'un film de science-fiction. « Je ne peux pas vous en empêcher si vous voulez partir, dit David. Peut-être que Steve et mon père pourraient y arriver, mais cela ne servirait à rien, à cause de la clause de libre arbitre. » Oui, très juste, dit Johnny, le bon vieux libre arbitre. Il sauta dans la rue, grimaçant quand son dos se rappela à lui. Son nez aussi le faisait souffrir à nouveau. Un long moment, il regarda autour de lui pour vérifier qu'il n'y avait ni coyote, ni busard, ni serpent, et ne vit rien. Pas même un insecte. « Franchement, David, reprit Johnny, je fais autant confiance à Dieu qu'à moi-même pour accorder un piano, dit-il en souriant à l'enfant. Tu peux t'en remettre à lui tant que tu veux. Je pense que c'est un luxe à t'apporter. Ta sœur est morte, et ta mère s'est transformée en Dieu sait quoi, mais il reste ton père avant que Tac s'attaque à toi personnellement. » David sursauta, sa bouche se mit à trembler, son visage se fripa, et il fondit en larmes. « Salaud !» cria Cynthia. « Espèce de sale con !» Elle se précipita à l'arrière du camion et lui lança un coup de pied. Johnny recula, et le petit pied de Cynthia rata son menton de quelques centimètres. Il sentit l'air qui l'avait déplacé. Cynthia, à la porte, essayait de garder son équilibre en agitant les bras. Elle serait probablement tombée dans la rue si Steve ne l'avait pas prise par les épaules pour la retenir. « Je n'ai jamais prétendu être un saint, dit Johnny. La phrase avait sonné comme il le voulait, aisé, ironique, amusé, mais à l'intérieur il était horrifié. La façon dont le visage de l'enfant s'était fripé, comme s'il avait été trahi par quelqu'un qu'il considérait comme un ami. Et on ne l'avait jamais traité de salaud de toute sa vie, de con non plus d'ailleurs. « Foutez le camp !» cria Cynthia. Derrière elle, Ralph était à genoux, son fils maladroitement serré contre sa poitrine, et regardait Johnny avec une sorte d'incrédulité stupéfaite. « On n'a pas besoin de vous, on y arrivera sans vous, ajouta Cynthia. « Mais pourquoi le faire ?» demanda Johnny, qui prenait garde de rester hors d'atteinte du pied de Cynthia. « C'est ça ce que je veux dire. Pourquoi le faire? Pour Dieu? Et lui, qu'a-t-il jamais fait pour vous, Cynthia, pour que vous passiez votre vie à attendre qu'il sonne à votre interphone ou qu'il vous envoie un fax? Est-ce que Dieu vous a protégé de ce type qui voulait vous bouffer l'oreille et vous casser le nez? »« Je suis là, non ?» rétorqua-t-elle avec rigueur. « Oh, désolé, ça ne me suffit pas, dit Johnny. Je ne veux pas servir de bon mot dans une comédie pour le club de théâtre de Dieu, pas si je peux l'éviter. Et je ne crois pas qu'aucun de vous envisage sérieusement d'aller là-bas, c'est de la folie pure. »« Et Marie ?» demanda Steve. «
Tu veux la laisser? Est-ce que tu peux la laisser? Et pourquoi pas? Fit Johnny. Il eut un petit rire comme un aboiement, mais pas sans amusement, et il vit Steve grimacer et se détourner, dégoûté. Johnny chercha à nouveau des animaux des yeux, mais la voie était libre. Le gosse avait peut-être raison, Tac voulait qu'il parte, il leur avait ouvert la porte. Moi, Marie, je ne la connais pas plus que les bouseux que ça, si vous préférez, a tué dans ce patelin. Presque tous étaient probablement déjà si abrutis qu'ils n'ont même pas su qu'ils mourraient. Mais vous ne voyez donc pas à quel point tout cela est inutile? Si tu réussis, Steve, quelle sera ta récompense? Une carte de membre à vie du club du hibou? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda Steve. C'est toi qui t'es avancé faire ce cougar énorme et lui as fait sauter la cervelle. Tu étais comme un tigre toi-même. Alors je sais que tu as des tripes. Tu en avais en tout cas. Et qui te les a volées? Tu ne comprends rien, dit Johnny. C'était sur le coup. Et tu sais quel est mon problème? Si tu me donnes une occasion de réfléchir, je la saisis. Il fit un autre pas en arrière, et aucun dieu ne l'arrêta. Allez, bonne chance, les gars. Et David, je ne sais pas ce que tu en feras, mais tu es un petit jeune homme extraordinaire. Si vous partez, c'est fini, dit David, toujours contre la poitrine de son père, de telle façon que ses paroles étaient étouffées, mais pourtant audibles. Vous brisez la chaîne, et Tac gagne. Oui, mais si on se fait la belle, ce sera nous les gagnants, répondit Johnny. Il rit à nouveau. Le son de son rire lui rappela les cocktails mondains où les mêmes rires ineptes saluaient des traits d'humour ineptes, tandis qu'en fond sonore, un groupe de jazz inepte interprétait de façon inepte des vieux airs ineptes, comme Connaissez-vous la route de San José ou Papa aime le mambo. C'était le rire qu'il avait fait entendre en sortant de la piscine au Bel Air, sa bière toujours à la main. Et alors, il pouvait rire comme il voulait. Après tout, il avait reçu un prix littéraire national, un jour. Je vais prendre une voiture près du bureau de la mine, continua Johnny. Je vais foncer jusqu'à Austin, et là, je passerai un coup de fil anonyme à la police pour leur dire que c'est la merde à désolation. Ensuite, je prendrai des chambres au motel Best Western du coin, et j'attendrai plein d'espoir que vous veniez les occuper. Et dans ce cas, ce sera ma tournée. D'une façon ou d'une autre, je quitte mes frères ce soir. Je crois que désolation m'a guéri à jamais de la sobriété. Il sourit à Steve et à Cynthia, qui se tenaient côte à côte à l'arrière du camion, enlacés. Vous êtes fous tous les deux de ne pas venir avec moi, vous savez? Ailleurs, vous pourriez être bien ensemble, je le vois. Ici, vous ne serez jamais que des cantas pour le dieu cannibale de David. Il se détourna et s'éloigna, la tête baissée, le cœur battant. Il s'attendait à être poursuivi par des cris de colère, des invectives, peut-être des supplications. Il était prêt pour les unes comme pour les autres, et peut-être que la seule chose qui aurait pu l'arrêter était exactement ce que Steve Ames dit, d'une voix basse, presque sans timbre, la voix d'un homme qui énonce simplement un fait. « Je n'éprouve plus aucun respect pour toi. » Johnny se retourna, plus blessé par cette simple déclaration qu'il ne l'aurait cru possible. « Pauvre de moi, dit Johnny, voilà que j'ai perdu le respect d'un homme qui a jadis assumé la responsabilité de porter les bagages de Steven Tyler. Putain de merde. »« Je n'ai lu aucun de tes livres, dit Steve, mais j'ai lu cette nouvelle que tu m'as donnée, et j'ai lu ce livre sur toi, celui du professeur dans l'Oklahoma. Je crois que tu as été un sacré fouteur de merde, un poison pour tes femmes, mais tu es allé au Vietnam sans armes, pour l'amour de Dieu. Et cette nuit, le cougar, et que reste-t-il de tout ça? » C'est parti comme la pisse le long d'une jambe d'ivrogne, dit Johnny. Je suppose que tu ne crois pas que cela puisse arriver, mais si. Dans mon cas, la dernière goutte est tombée dans une piscine. N'est-ce pas absurde? David rejoignit Steve et Cynthia à l'arrière du camion. Il était toujours aussi pâle et aussi épuisé, mais il semblait calme. Sa marque est sur vous, dit David. Il vous laissera partir, mais vous regretterez de ne pas être resté quand vous commencerez à le sentir sur votre peau. Johnny considéra l'enfant un long moment, luttant contre l'envie de revenir vers le camion, luttant de toute la force de sa volonté. « Alors je m'aspergerai de lotion après rasage, dit-il. Allez, salut, jeunes gens, et vivez bien. » Et il s'éloigna aussi vite qu'il put. Plus vite, il aurait couru. Le silence tomba dans le camion. Ils regardèrent Johnny jusqu'à ce qu'il disparaisse, et personne ne dit rien. David, dans les bras de son père, ne s'était jamais senti aussi creux, aussi vide, aussi vaincu. C'était terminé, ils avaient perdu.
Il donna un coup de pied dans une des bouteilles de Jolt vide et la regarda rouler jusqu'à la paroi du camion, où elle rebondit et revint s'arrêter encore. « Regardez, dit David en s'avançant, le portefeuille de Johnny, il a dû tomber de sa poche. »« Oh, pauvre chéri, dit Cynthia, sans aucune compassion. »« Ça m'étonne qu'il ne l'ait pas perdu plus tôt, dit Steve, du ton monocorde de celui dont les pensées sont tout à fait ailleurs. Je lui ai dit 100 fois qu'un motard devrait attacher son portefeuille avec une chaîne. Obtenir une chambre de motel à Austin risque de ne pas être aussi facile qu'il croit, ajouta-t-il avec un vague sourire. Moi, j'espère qu'il sera obligé de dormir sur le parking, dit Ralph, ou au bord de la route. David les entendait à peine. Il ressentait la même chose que ce fameux jour dans les bois de Bear Street. Pas quand Dieu lui parlait, mais quand il avait pris conscience que Dieu allait lui parler. Il se pencha et ramassa le portefeuille. Quand il le toucha, une sorte de décharge électrique explosa dans son cerveau. Un petit grognement lui échappa, et il tomba contre la paroi du camion, serrant le portefeuille dans sa main. « David » s'inquiéta Ralph. David l'entendit, mais de loin, sa voix retentissant à des milliers de kilomètres de distance. Il ne répondit pas et ouvrit le portefeuille. Il y avait des billets dans une poche, et dans une autre une liasse de papier, notes, cartes de visite, etc. Il ne s'y intéressa pas et ouvrit un bouton pression sur le côté gauche, libérant un accordéon de photos sous plastique. Il avait à peine conscience de la présence des autres autour de lui, tandis qu'il regardait les photos, remontant les années du doigt. Ici un Johnny barbu et une belle dame aux cheveux noirs, aux pommettes hautes et à la poitrine conquérante. Là, un Johnny à la moustache grise, appuyé à la rambarde d'un bateau. Là, encore un Johnny avec une queue de cheval et un jabot teint à la main, à côté d'un acteur qui ressemblait à Paul Newman, avant que Newman pense à vendre de la sauce piquante et de l'assaisonnement pour salade. Tous ces Johnny étaient un peu plus jeunes, les cheveux et le poil plus sombres, les traits du visage moins marqués, jusqu'à... « Là !» murmura David. « Oh Seigneur, là !» Il tenta de sortir une photo de son plastique, mais n'y réussit pas tant ses mains tremblaient. Steve lui prit le portefeuille des mains et retira la photo qu'il lui tendit. David la tint devant ses yeux, bouleversé comme un astronome qui vient de découvrir une nouvelle planète. « Mais quoi ?» demanda Cynthia en s'approchant. « Oh, c'est le patron, dit Steve. Il était là-bas en campagne, comme il dit, pendant presque un an. Il faisait des recherches pour un livre. Il a aussi écrit quelques articles sur la guerre pour des magazines, je crois. David, est-ce que tu savais que cette photo était là ?»« Non, mais je savais que quelque chose était là, murmura faiblement David. Dès que j'ai vu son portefeuille par terre. Mais c'était lui. »« Mais qui était qui ?» demanda Ralph. Émerveillé, David ne répondit pas. Il ne quittait pas la photo des yeux. Elle montrait 3 hommes devant un baraquement de fortune, un bar, à en juger par la publicité pour Budweiser à la fenêtre. Le trottoir grouillait d'Asiatiques. Dans la rue, à gauche de l'objectif, figée à jamais sur l'image un peu floue de ce vieux cliché, une jeune fille passait à scooter. Les hommes à gauche et à droite du trio portaient polo et pantalons longs. L'un était très grand et tenait un calepin. L'autre était bardé d'appareils photo. L'homme du milieu portait un jean et un t-shirt gris. Une casquette de baseball des Yankees était repoussée sur l'arrière de son crâne. Une sangle lui barrait la poitrine. Quelque chose de gros pendait sur sa hanche. « Sa radio » murmura David en touchant l'objet. « Non, dit Steve, après avoir regardé. C'est un magnétophone, comme il y en avait en 1968. »« Quand je l'ai rencontré au pays des morts, c'était une radio, dit David. » Il ne parvenait pas à arracher ses yeux de la photo. Il avait la bouche sèche. Sa langue lui paraissait rêche et noueuse. L'homme au centre souriait. Il tenait ses lunettes réfléchissantes dans une main, et on ne pouvait douter de son identité. Au-dessus de sa tête, sur le linteau de la porte du bar dont apparemment il venait de sortir, une pancarte peinte à la main indiquait le nom du lieu, le poste de guet Viet Cong. Marie ne s'évanouit pas vraiment, mais elle cria jusqu'à ce que quelque chose dans sa tête cède et que toute force quitte ses muscles. Elle tituba en avant, s'accrochant à contre-cœur à la table où grouillaient Veuve Noire et Scorpion, sans parler du cadavre et du délicieux bol de sang devant lui. Mais elle redoutait plus encore de tomber par terre, la tête la première. Le sol était le domaine des serpents.
Elle fit un compromis et tomba à genoux, se cramponnant au rebord de la table de la main qui ne tenait pas la torche. Il y avait quelque chose d'étrangement confortable dans cette position, comme un apaisement. Après s'être interrogée un instant, elle sut pourquoi. David, bien sûr. Être à genoux lui rappelait la façon simple et confiante dont l'enfant s'était agenouillé dans la cellule qu'il partageait avec Billingsley. Dans sa tête, elle l'entendit murmurer d'un ton un peu gêné. « Je me demandais si ça vous ennuierait de vous retourner. Il faut que je retire mon pantalon. » Elle sourit, et l'idée qu'elle souriait dans cet endroit cauchemardesque, l'idée même qu'elle puisse sourire dans cet endroit cauchemardesque, la calma plus encore. Sans réfléchir, elle glissa vers la prière, elle aussi, pour la première fois depuis qu'elle avait 11 ans. C'était en colonie de vacances, sur son stupide petit lit de camp, dans un stupide bungalow infesté de moustiques, avec un groupe de filles stupides qui deviendraient probablement méchantes et agressives. Elle avait été submergée par la nostalgie de son foyer, et elle avait prié Dieu qu'il envoie sa mère la chercher pour la ramener chez elle. Dieu n'avait pas écouté, et par la suite, Marie avait considéré qu'elle ne pouvait pas compter sur lui. « Seigneur, dit-elle, aide-moi. Je suis dans une pièce avec des bêtes qui grouillent et qui rampent, presque toutes venimeuses, et j'ai horriblement peur. Si tu existes, j'apprécierai tout ce que tu pourras faire. Ah !» Amen, voulait-elle dire, mais elle s'interrompit avant de pouvoir terminer, les yeux écarquillés. Une voix claire parlait dans sa tête, et ce n'était pas sa propre voix, elle en était certaine. C'était comme si quelqu'un avait attendu, et sans beaucoup de patience, qu'elle parle la première. « Rien de ce qui est ici ne peut te faire de mal, pas encore. » De l'autre côté de la pièce, le rayon de sa lampe illumina un ensemble de vieilles machines à laver et à sécher Maytag. Au-dessus, une pancarte disait « Pas de lessive personnelle, ça vaut aussi pour vous !» Des araignées arpentaient la pancarte sur leurs longues pattes sèches. Il y en avait d'autres sur la machine à laver. Et tout près, sur la table, un petit scorpion semblait s'intéresser au reste écrasé de l'araignée qu'elle avait retiré de ses cheveux. Sa main brûlait encore. Cette chose devait être pleine de poison, assez de poison pour la tuer s'il lui avait été injecté au lieu de simplement l'asperger. Non, elle ne savait pas à qui appartenait cette voix, mais si c'était ainsi que Dieu répondait aux prières, elle ne s'étonnait plus que le monde fût un tel chaos. Parce qu'il y avait beaucoup de choses ici qui pouvaient lui faire du mal, beaucoup. Non, dit patiemment la voix, alors que la torche passait sur les corps en décomposition, alignés sur le sol, et découvrait un autre nid de serpent bien réveillé. Non, ces bêtes ne peuvent pas te faire de mal, et tu sais pourquoi. Mais je n'en sais rien du tout, gémit-elle, en dirigeant la lumière sur sa main, rouge et douloureuse, mais pas enflée, parce qu'elle n'avait pas été piquée. C'est très intéressant. Marie revint au corps, passant du premier à Josephson, puis à Entragian. Le virus qui avait hanté ses corps était maintenant Hélène. Et elle, Marie Jackson, était censée devenir son prochain foyer. Les bêtes qui lui tenaient compagnie ne pouvaient pas lui faire de mal, parce qu'il ne fallait pas gâcher la marchandise. L'araignée aurait dû me mordre, murmura-t-elle, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a laissé la tuer. Rien ici ne peut me faire du mal, affirma-t-elle avec un rire aigu, presque hystérique. On est copains? Mais il faut que tu sortes d'ici, lui dit la voix, avant que ça revienne, et ça ne va pas tarder maintenant. Oh, protège-moi, dit Marie en se levant. Tu vas me protéger, hein? Si tu es Dieu, ou si tu viens de Dieu, tu me protégeras. Pas de réponse de la voix. Son propriétaire ne voulait peut-être pas la protéger, ou peut-être ne le pouvait-il pas. Tremblante, Marie tendit la main vers la table. Les veuves noires et les araignées violons, plus petites, s'éloignèrent d'elle dans toutes les directions. Les scorpions en firent autant. L'un d'eux tomba même de la table, panique à bord. Bon, très bien, mais c'est pas suffisant, il fallait qu'elle sorte de là. Marie fouilla l'obscurité avec sa torche jusqu'à trouver la porte. Elle s'en approcha, sur des jambes gourdes et hésitantes, attentive à ne pas marcher sur les araignées qui couraient partout. La poignée tourna, mais la porte ne bougea que d'1 centimètre ou 2 sur ses gonds. Elle la secoua violemment et sentit la résistance d'un verrou à l'extérieur. Elle n'en fut pas vraiment surprise. Elle parcourut de nouveau la pièce avec le rayon lumineux. L'affiche, que ces salauds gèlent dans le noir, l'évier couvert de rouille, le comptoir avec la machine à café et un petit four à micro-ondes, la machine à laver et le séchoir.
puis le coin de l'administration avec un bureau, quelques vieux classeurs et une horloge au mur, un panneau de fiches de présence, un poêle ventru, un établi avec des outils, quelques pioches, quelques pelles en vrac, un calendrier avec une blonde en bikini. Et elle était revenue à la porte. Pas de fenêtre, pas la moindre. Elle orienta la lumière vers le sol, envisageant un instant d'utiliser les pelles, mais le plancher était solidement relié au mur métallique, et elle doutait que la chose qui habitait le corps d'Hélène Carver lui laisse le temps de creuser un trou vers l'extérieur. « Et c'est le séchoir, Marie !» C'était elle-même, forcément, mais ça ne ressemblait pas du tout à sa voix, et ça n'avait pas vraiment l'air d'une pensée non plus. Ce n'était pas le moment de s'en inquiéter. Elle se précipita vers le sèche-linge, s'inquiétant moins de savoir où elle posait les pieds cette fois, si bien qu'elle marcha sur plusieurs araignées. L'odeur de décomposition lui sembla plus forte par là, plus mûre. Étrange, puisque les corps étaient de l'autre côté de la pièce. Un serpent à écailles en forme de losange émergea du séchoir. Sa tête oscillait d'avant en arrière, tandis qu'il la fixait solennellement de ses yeux noirs de prédicateur. Marie fit un pas en arrière, puis se força à avancer à nouveau. Bien sûr, elle pouvait se tromper à propos des araignées et des serpents, elle le savait. Mais si ce grand spécimen la mordait, est-ce que mourir d'une morsure de serpent serait pire que finir comme Entragian, en massacrant tout ce qu'elle trouverait sur son chemin, jusqu'à ce que son corps explose comme une bombe? Le serpent ouvrit la gueule, découvrant des crocs incurvés comme des fanons de baleine, et il siffla. « Va te faire foutre !» lui dit Marie. Elle l'attrapa, le sortit du séchoir. Il mesurait largement plus d'1 mètre, et le balança à l'autre bout de la pièce. Puis elle claqua la trappe de chargement, décidée à ignorer ce qu'il pouvait y avoir d'autre à l'intérieur, et écarta le séchoir du mur. Il y eut un bruit sec quand le tuyau d'évacuation en plastique se désolidarisa du mur. Des dizaines d'araignées sortirent de sous la machine et se dispersèrent dans toutes les directions. Marie se pencha et regarda par le trou. Il faisait dans les 40 centimètres de diamètre, trop petit pour passer, mais les bords en étaient très rouillés, et elle se dit... Elle traversa la pièce, écrasa un des scorpions, crunch, et lança un coup de pied impatient à un rat caché derrière les corps, et qui probablement s'en gavait. Elle s'empara d'une des pioches et retourna vers le trou d'aération, écartant encore un peu la machine pour se donner de la place. L'odeur de putréfaction était de plus en plus puissante, mais elle le remarqua à peine. Elle introduisit l'extrémité pointue de la pioche dans le trou, tira vers le haut et poussa un soupir de soulagement quand l'outil déchira la tôle rouillée et pourrie sur une 30aine de centimètres. « Dépêche-toi, Marie, dépêche-toi !» Elle essuya la sueur de son front, inséra la pioche au bout de l'entaille et souleva à nouveau son outil. L'entaille s'agrandit, et l'outil sortit du trou si soudainement qu'il lui échappa des mains et qu'elle tomba à la renverse. Elle sentit son dos écraser quelques araignées de plus. Le rat qu'elle avait chassé, ou un de ses cousins, lui passa sur le cou en couinant, et ses moustaches lui chatouillèrent le menton. « Oh, saloperie !» cria-t-elle en se débattant. Elle se leva, reprit la torche sur le séchoir, la coinça sous son bras gauche, puis se pencha et replia les 2 côtés de l'entaille comme des ailes. Le trou était assez grand maintenant, mais tout juste. « Oh, Seigneur, merci, dit-elle. Reste avec moi un peu plus longtemps, s'il te plaît. Si tu me sors de là, je te promets de rester en relation avec toi. » Elle se mit à genoux et regarda par le trou. La puanteur était si forte qu'elle en eut un haut-le-cœur. Elle éclaira l'extérieur. « Seigneur !» hurla-t-elle d'une voix aiguë et sans force. « Oh mon Dieu, non !» Figée d'horreur, elle crut voir des centaines de corps empilés derrière le bâtiment où elle se trouvait, comme si le monde entier était plein de visages décolorés, d'yeux fixes et de chair déchiquetée. Un busard, qui se repaissait de la poitrine d'un homme, arracha un morceau de la joue d'un autre avant de s'envoler, et ses ailes claquèrent comme des draps sur un fil à linge. « Oh, il n'y en a pas tant que ça, se dit-elle. Il n'y en a pas tant que ça, ma vieille, et même s'il y en avait 1 millier, ça ne changerait rien à ta situation. » Pendant un moment, pourtant, elle ne réussit pas à avancer. Le trou était assez large pour qu'elle s'y glisse, elle en était sûre, mais elle allait... « Oui, je vais devoir marcher dessus, » murmura-t-elle. Dans sa main, la torche tremblait, incontrôlable, passant d'une joue à un sourcil, d'une oreille à une main, et elle pensa à cette scène à la fin de Psychose, où l'ampoule nue et sale du sous-sol se balance et éclaire au passage le visage momifié et ridé du cadavre de la mère de Norman. « Il faut y aller, Marie !»
lui dit patiemment la voix. « Il faut y aller tout de suite, sinon il sera trop tard. » D'accord, elle n'était pas obligée de voir où elle atterrirait. Pas du tout. Pas si elle ne le voulait pas. Elle éteignit la torche et la lança par le trou. Elle entendit un bruit de choc très amorti quand elle tomba sur quelque chose. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et se faufila à l'extérieur. Le bord inégal et rouillé du métal fit sortir son chemisier de son jean et lui égratigna le ventre. Elle bascula en avant, les yeux toujours fermés, les bras tendus devant elle. Une de ses mains atterrit sur un visage. Elle sentit la masse froide du nez dans sa paume et les sourcils broussailleux sous ses doigts. L'autre main se retrouva dans une espèce de gelée gluante. Elle serra les lèvres, scellant à l'intérieur tout ce qui aurait voulu sortir, cris, sanglots ou hoquets de répulsion. Si elle criait, il faudrait qu'elle respire, et si elle respirait, il faudrait qu'elle sente ces cadavres empilés là, sous le soleil d'été, depuis Dieu seul savait combien de temps. Elle se retrouva sur des choses qui glissaient sous elle et exhalaient des souffles morts. Elle s'exhorta à ne pas paniquer, à tenir bon, et elle roula loin d'eux, frottant déjà sur son pantalon la main qui avait glissé dans de la gelée. Il y avait du sable sous elle maintenant, et les pointes coupantes de petits cailloux cassés. Elle roula une fois de plus sur le ventre, se mit à genoux et plongea les deux mains dans ce sable caillouteux dont elle les frotta, les nettoyant du mieux qu'elle put. Elle ouvrit enfin les yeux et repéra la torche électrique près d'une main tendue. Elle leva les yeux. Elle avait envie ou besoin de la propreté et du calme du ciel. Un blanc croissant de lune brillait assez bas sur l'horizon, comme empalé sur l'éperon rocheux qui se dressait au sud du puits chinois. « Je suis sortie, se dit-elle en prenant la torche. « C'est toujours ça. Loué soit le Seigneur. » Elle s'écarta à genoux de la pile de cadavres, la torche une fois de plus coincée sous son bras et sa poitrine, frottant ses mains sur le sol pour achever de les nettoyer. Il y avait une lumière à sa gauche. Elle regarda dans cette direction, et une bouffée de terreur l'envahit quand elle reconnut la voiture d'Entragian. « Voulez-vous sortir de la voiture, je vous prie, monsieur Jackson » avait-il dit. Et c'est alors que c'était arrivé, songea-t-elle. Tout ce en quoi elle avait jamais eu confiance s'était envolé comme le sable dans le vent. « Elle est vide. Mais la voiture est vide, tu le vois bien. » Oui, elle le voyait, mais la terreur ne céda pas complètement. Il lui resta un goût dans la bouche, comme si elle avait sucé des pièces de monnaie en cuivre. La voiture, couverte de poussière, la barre lumineuse sur le toit incrustée de sable, reste de la tempête, attendait près d'un petit bâtiment en béton qui ressemblait à un blockhaus. La portière du conducteur était ouverte. Elle voyait le hideux petit ours en plastique près de la boussole sur le tableau de bord, et c'était pour cette raison que le plafonnier était allumé. Hélène l'avait amenée ici dans cette voiture, puis elle était partie ailleurs. Hélène avait d'autres chats à fouetter, d'autres pièges à poser, d'autres joints à rouler. Si seulement elle avait laissé les clés. Marie se leva et courut vers la voiture, pliée en deux comme un soldat qui traverse un espace à découvert. La voiture puait le sang et la pisse, la douleur et la peur. Le tableau de bord, le volant et le siège avant étaient tous sanguignolants. Les instruments étaient illisibles. Devant le siège du passager reposait une petite araignée de pierre. Une vieille chose toute usée, mais rien qu'à la regarder, Marie se sentit frigorifiée et faible. Mais le pire était ailleurs, elle ne vit pas la clé de contact. « Merde !» murmura férocement Marie. « Merde, merde, merde !» Elle se retourna et dirigea sa lampe d'abord vers un ensemble d'équipements d'extraction minière et ensuite sur le départ de la route menant à la pente nord du puits. Une route de terre recouverte de gravier à 4 voies pour que circulent à l'aise les gros véhicules de chantier qu'elle venait de voir. Probablement moins cahoteuse que la route nationale où Peter et elle roulaient quand ce foutu flic les avait arrêtés. Et elle ne pouvait l'emprunter avec la voiture de police parce qu'elle n'avait pas les clés. Si je ne peux pas, je dois m'assurer qu'il ne puisse pas non plus, ou elle, ou je ne sais pas quoi. Elle se pencha dans la voiture. La puanteur la fit grimacer. Elle gardait un œil sur la vilaine statuette par terre, comme si elle risquait de prendre vie et de lui sauter dessus. Elle tira la manette pour débloquer le capot, puis gagna le devant de la voiture. Elle glissa la main sur la grille du radiateur pour trouver le loquet et ouvrit le capot. Le moteur était énorme, mais elle n'eut aucun mal à repérer le filtre à air. Elle se pencha, saisit l'écrou à oreille au centre et tenta de le desserrer.
mais rien ne se passa. Énervée, elle poussa un soupir sifflant et essuya la sueur de ses yeux. Ça la brûlait. Un peu plus d'un an plus tôt, elle avait lu des poèmes lors d'une manifestation culturelle intitulée « Célébration de leur sens et de leur sexualité par les femmes poètes ». Elle portait pour l'occasion un tailleur de Donna Karan et un chemisier en soie. Elle s'était fait coiffer avec une frange légère sur le front, et son long poème, Mon vase, avait été le clou de la soirée. Bien sûr, tout cela s'était déroulé avant sa visite au merveilleux et historique puits chinois, site de l'unique et fascinant serpent à sonnette numéro 2. Elle doutait qu'aucune des personnes qui l'avaient entendu lire Mon vase lors de cet événement puisse la reconnaître maintenant. Elle ne se reconnaissait plus elle-même. Sa main droite, qu'elle utilisait pour le filtre à air, la démangeait et la brûlait. Ses doigts glissaient. Un ongle se cassa dans la chair et elle faillit crier. « Oh Seigneur, je t'en supplie, aide-moi! Je ne saurais pas reconnaître le delco de l'arbre à cames. Alors ça, c'est forcément le carburateur. Je t'en prie, rends-moi assez forte pour... » Et cette fois, quand elle appuya, l'écrou à oreille tourna. « Merci, dit-elle dans un souffle. Oh oui, merci beaucoup, mais reste près de moi. Et prends soin de David et des autres, tu veux bien? Ne les laisse pas quitter ce trou de merde sans moi. » Elle dévissa l'écrou à oreille et le laissa tomber au fond du moteur. Elle retira le filtre à air, découvrant un carburateur presque aussi gros presque aussi gros qu'un vase. Riant, Marie s'accroupit, prit une poignée de terre du puits chinois, abaissa un bidule, une sorte de clapet métallique couvrant le carburateur, et y versa le sable et les cailloux. Elle en rajouta 2 poignées jusqu'au goulot du carburateur et recula. « On verra bien si tu peux conduire ça, salope. »« Dépêche-toi, Marie, il faut que tu te dépêches. » Elle orienta sa torche vers les engins garés là. Il y avait 2 camions à ridelles parmi les plus gros. Elle s'en approcha et éclaira les cabines. Pas de clé non plus. Mais il y avait une hachette dans tout le fratras entassé à l'arrière du Ford R150, et elle l'utilisa pour crever 2 pneus sur chacun des camions. Elle allait se débarrasser de la hachette quand elle se ravisa. Elle regarda une fois de plus autour d'elle, et c'est alors qu'elle vit le trou carré à une vingtaine de mètres du fond du puits. C'est là, c'est ça la source de tous ses ennuis. Elle ne savait pas comment elle le savait, si c'était la voix de Dieu ou juste une intuition, mais elle s'en moquait. Pour l'instant, une seule chose comptait, foutre le camp d'ici. Elle éteignit la torche. La lune lui donnerait toute la lumière dont elle avait besoin, du moins pendant un temps. Et elle s'éloigna sur la route qui menait hors du puits chinois.